l'affiche parce que... Excusez-moi. Parce qu'il nous fait tellement de mal que souvent on est obligé de le voir. Et donc ben voilà, merci beaucoup d'être venu et de nous en dire plus sur un monde qui aime bien rester un peu caché pour faire ses... C'est un monde qu'on connaît assez peu, qui n'aime pas bien d'ailleurs. Enfin, mais ça, vous peut-être vous me direz si je me trompe ou pas, mais qui reste assez opaque. Voilà. Et qui n'aime pas trop qu'on vienne fouiller. Donc je pense que le travail que vous effectuez avec Michel Pinson-Charlot est une bonne chose, parce que c'est toujours bien d'aller voir ce qui se fait et ça nous évite de rester sur leur discours à eux. D'Emmanuel Macron qui possède pratiquement tous les médias, en tout cas les plus grands médias, on est victime de manipulations qui sont absolument invraisemblables. Alors je vais commencer par une première manipulation. Parmi les cadeaux que le président des ultra-riches a fait aux plus riches, il y a bien entendu, ça vous le savez tous, la suppression de l'ISF. En fait, ce qu'il a supprimé, il a transformé l'ISF en IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, en supprimant les valeurs mobilières de la fortune, de l'imposition de la fortune des plus riches. Or, les valeurs mobilières, c'est-à-dire les produits financiers, les actions, les obligations, tous les produits financiers, constituent aujourd'hui, pour les 100 plus riches de l'ISF, 97% de leur fortune. Alors aujourd'hui, on a appris du reste, après que je l'ai oublié, je me prépare un petit peu avant, je me suis dit ça, tu vas leur parler de ça. Alors je le fais tout de suite. Donc aujourd'hui est paru le numéro de challenge qui coûte 5,90 €. 5,90 €. Et là, vous avez le palmarès des 500 plus grandes fortunes de France, les 500 plus grandes fortunes professionnelles. Et c'est génial. C'est-à-dire que nous, on n'y est pour rien, parce que vraiment, ils nous ont accosté plusieurs fois, mais on n'a jamais fait bon ménage avec ces gens-là, les responsables de Challenge. Mais peu importe. En tout cas, nous, on leur fait de la pub, parce que vraiment, leur travail est remarquable. Alors, cette année, ils ont hésité, je vous le dis, à publier ce palmarès, parce que c'est tellement honteux que, du coup, non, mais avec les gilets jaunes, écoutez, non, il faut zapper une année, ne publiez pas votre palmarès. Et puis eux, ils ont du fric à se faire avec ça. Donc, ils ont publié leur palmarès. Et donc, l'association d'idées, donc je reviendrai là-dessus parce que c'est très important que vous achetiez, que vous lisiez attentivement ce numéro spécial qui paraît toujours le premier jeudi de chaque mois de juillet chaque année. Parce que on comprend que les plus riches ont un patrimoine qui est composé donc à 97% de patrimoine financier. Et les 3 autres pourcents, ça suffit à ce qu'ils se payent des yachts, des dizaines de châteaux, enfin tous les modes de vie qui sont d'ailleurs aussi très bien mis en scène dans ce numéro. Ça fait rêver, enfin c'est des trucs incroyables. Et donc, Emmanuel Macron est bien le président des ultra-riches, c'est-à-dire qu'en supprimant les valeurs mobilières de l'ISF, ce n'est pas les petits millionnaires de l'ISF qu'il a favorisé, c'est les multimilliardaires. Genre le premier de la liste, Bernard Arnault, dont la fortune s'est quand même accrue en un an de 32 milliards d'euros. 32 milliards d'euros. Et ce qu'il y a d'intéressant et du jamais vu, nous qui étudions, qui passons au peigne fin chaque année tous ces palmarès, du jamais vu, je l'ai fait ce matin précisément en pensant à vous à cette réunion, en me disant que tu vas leur donner un petit, enfin c'est pas un scoop, parce que vous allez dire c'est pas extraordinaire ce que je vais vous dire, mais il y a une dispersion dans le monde des grandes fortunes qui explique, qui est une des raisons, qui explique qu'il n'y ait pas de seuil de richesse. Si vous vous rappelez tous ces débats, à partir de quand est-on riche? François Hollande un jour avait dit
pète comme il a 4000 euros. Alors qu'il faut. Un autre, si je vous interroge, vous me direz, ben, c'est ma voisine du dessus, là, elle gagne 2000 euros de plus que moi. Si je gagnais 2000 euros de plus ben, je me sentirais vraiment à l'aise. Chacun a une notion de la richesse qui est relative par rapport à ce qu'il gagne lui-même. Il n'y a pas de seuil de richesse en France parce que le monde de la richesse, c'est comme un iceberg. Il y a une petite partie qu'on voit très visible. J'ai bien dit une petite partie parce que la grande partie, elle est au-dessous de la mer et personne ne la voit. Sauf les banquiers, sauf les gens qui font partie de cette caste, de cette classe, de cette oligarchie. Donc le président des ultra-riches avec la suppression de l'ISF, le président des ultra-riches avec la suppression de la progressivité de l'impôt sur le capital. Alors je vais faire le test là à la CGT quand même pour voir votre le niveau de manipulation dont vous êtes victime. Donc ça s'appelle la flat tax ou le PFU, prélèvement forfaitaire unique. La flat tax, ça veut dire que c'est un impôt forfaitaire sur les revenus du capital, ce qui est une première, enfin pour moi au moins depuis la Libération, peut-être que vous allez me contredire et j'aimerais bien que vous me précisiez si je me trompe. Pour la première fois, les revenus du capital vont être imposés de manière forfaitaire, contrairement à la progressivité des revenus du travail. Et ce forfait va être, que vous soyez Bernard Arnault ou vous, si vous avez quelques actions chez Renault, par exemple, vous allez payer le même pourcentage, c'est-à-dire 12,8%. Les revenus du capitaux sont imposés aujourd'hui à 12,8% de manière forfaitaire, que vous soyez Bernard Arnault avec ses 90 milliards d'euros de patrimoine déclaré, parce qu'il y a tout ce qui est caché dans les paradis fiscaux, dans sa holding au Luxembourg, etc. Donc il supprime la solidarité en supprimant l'ISF, il supprime la progressivité des revenus du capital qui, jusqu'à son arrivée, étaient imposés comme les revenus salariaux de 14 à 45%. Alors, si vous êtes honnête, qui savait que les revenus du capital étaient imposés de manière forfaitaire en dessous des revenus du travail? Vous levez la main et je vous fais confiance. 1, 2, super, toi tu es le fils de Marilène, ok. Mais vous avez écouté déjà. Ah ben c'est ça. Vidéo, donc ça compte pas. Donc c'est tout. Toi Carole, tu le savais parce que tu es l'attachée de presse. Ah mais quand même. Mais vous voyez que ça fait quand même pas beaucoup pour une réunion au sommet de la CGT. On est quand même au 10e étage de la CGT. D'accord? Donc vous vous rendez compte qu'on vous a manipulé la cervelle en vous disant, on vous a vaguement parlé d'un impôt forfaitaire, mais on vous a menti. On vous a dit qu'il était à 30%. Et c'est faux. C'est une manipulation, c'est un mensonge, c'est une imposture. Et ce type d'imposture, c'est votre quotidien. Et 30%, c'est parce que quand il s'agit des revenus du capital, il compte la CSG, les cotisations sociales, et pas quand c'est les revenus du travail. Parce que sinon, on dirait aux salariés, ben vous payez 28 à 29% d'impôts dès la première tranche. Alors ça nous paraîtrait énorme, merde, c'est confiscatoire. Moi j'en ai ras-le-bol de travailler pour enrichir les riches. Et puis on s'organiserait entre nous pour créer une banque mutualiste où on mettrait ce qu'on doit payer comme impôt, on les mettrait dans cette banque et on ne les donnerait pas à l'oligarchie, au paquebot de Bercy qui vogue sous pavillon de complaisance. Alors donc voilà. Le président des ultra-riches, mais c'est invraisemblable, c'est-à-dire que c'est des dizaines et des dizaines de milliards d'euros qui vont désormais manquer chaque année dans les recettes fiscales de l'État. Avec cette année 40 milliards d'euros, c'est exceptionnel pour le CICE. 40 milliards, l'année prochaine, ça repassera à 20. Pour un petit truc technique que vous devez connaître, peu importe. Le crédit impôt recherche est maintenu, il coûte 6,5 milliards d'euros par an.
l'exit tax qui a été supprimé, enfin, tout ça, c'est des cadeaux en dizaines de milliards d'euros qui font passer le pauvre président des riches, qui nous a valu le seul best-seller que nous avons fait, Le président des riches, avec Nicolas Sarkozy. Son bouclier fiscal, c'était 1 milliard d'euros en moins dans les caisses fiscales de l'État. Et on était vent debout. Et là, c'est des dizaines de milliards. Des dizaines. Et je ne vous parle pas des niches fiscales qui ont augmenté. C'est 100 milliards d'euros qui manquent chaque année dans les recettes fiscales de l'État. Et je ne vous parle pas des modalités particulières de comptabilité MPCI, où là, c'est encore 100 milliards. Autrement dit, on se fout de nous. Il n'y aurait par des vautours, par des prédateurs qui dépècent la bête, mais d'une façon, ils sont tous là. Et dès qu'il y a un tout petit bout de chair, un bout d'os à ronger, mais ils se jettent comme des vautours sur cette proie qui doit être éliminée. J'ai appris la semaine dernière, de temps en temps, il y a des bonnes nouvelles dans notre vie. Un banquier, je ne sais pas, qui est tombé, je ne dirais pas amoureux de moi, qui est tombé amoureux de notre travail, hein, et qui a témoigné sous anonymat. Hein, on fait beaucoup ça avec Michel, des témoignages sous anonymat. Et sous forme de crédit d'impôt, déclarez votre perte au moment où vous faites votre déclaration, et ça vous fait un crédit d'impôt de 50 € par action perdue. Donc quand on vous dit que les actionnaires prennent des risques, c'est du pipeau. C'est une imposture. Ensuite, alors, là, pour moi, c'est difficile à expliquer. Mais bon, je suis riche, enfin, j'ai de l'autorité, je suis élégante, fine, j'ai un corps de classe, enfin, je suis une bourgeoise. J'arrive dans un service de gestion de grande fortune, et je dis, voilà, je voudrais avoir le droit d'achat de produits dérivés, par exemple pour faire des paris sur le réchauffement climatique, par exemple pour faire des paris sur le prix du baril de pétrole. Eh bien, ce droit d'achat, je vais le payer 3 €, et si je gagne mon pari, je gagnerai la somme que j'ai pariée, l'équivalent de ce que j'ai parié. Et donc, pour 3 €, j'ai ce droit d'achat. Ça, je ne pouvais même pas imaginer que ce soit possible. Et donc, et puis après, je m'arrêterai parce que sinon, je vais complètement vous plomber le moral. Mais voilà, il y a des livres qui sont absolument extraordinaires. Je pense évidemment au livre de Laurent Mauduit, La caste, comment il montre comment c'est la caste des inspecteurs des finances qui, au cœur de l'État, organise la privatisation des services publics, et puis qui ensuite se placent, eux, à la tête de ces services publics. Alors là, on a un exemple tout frais, tout beau, avec Hugues, comment est-ce qu'il s'appelle, Hugues Bellet, celui qui a fait la privatisation, qui a vendu la branche énergie d'Alstom. Oh ben, vous êtes adorable. Je sens que les choses vont s'arranger pour moi. Dans 2 minutes. Ah ben ça va, mais je continue quand même, parce qu'après, sinon, je vous dirai ce que je vais dire. Qui a vendu la branche énergie Alstom à General Electric, la multinationale américaine. Or, la branche énergie, ben alors là, franchement, déjà que je vous trouvais beau, mais là, je vous trouve sympathique. Oui. Donc ça marche? Non. C'était trop beau. Ah, ça a craqué. Là, ça va? Non, pas encore. Bon, ben, je vais attendre alors que la beauté vienne me le mettre en route. C'est quand même la sécurité de nos 58 centrales nucléaires et des réacteurs nucléaires, des sous-marins nucléaires de la France. Donc vous rendez compte que Macron a été capable, comme ministre de l'économie, de vendre cette branche énergie Alstom pour pas grand-chose, hein. Enfin moi ça me paraît pas grand-chose, alors qu'il s'agit de la sécurité de notre nation, de nous, de son peuple, du peuple français. Et en avril 2019, cerise sur le gâteau,
cerise sur le gâteau, il a nommé cet Hugues Bellay, qui était son conseiller à Bercy lorsqu'il a fait la vente de la branche énergie Alstom à General Electric. Tout le monde me suit? Parce que j'ai l'impression que vous regardez que les travaux de manutention. Ça va? Oh, c'est génial. C'est super. Du coup, je bois un coup. Et il nomme le conseiller qu'il a assisté pour réaliser cette vente indigne, inacceptable. Je sais pas, j'ai même pas. On va faire un concours du mot qui serait le plus adapté, dégueulasse, mais ignoble, obscène, mais plus que ça, non, alors je dirais, moi si ça y est, j'ai trouvé ce que je dirais, qui relève de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Parce qu'on n'a pas le droit de mettre en insécurité le peuple français. Voilà. Donc on n'a pas le droit, c'est un crime contre l'humanité. Et il faut dire les choses comme elles doivent être dites. C'est important, je pense. Et donc, il nomme ce conseiller qui a fait la transaction. En avril 2019, il le nomme directeur général de General Electric France. Et comme ça, ce type qui a préparé la privatisation sera évidemment très bien placé pour organiser les licenciements de tous les salariés qui restent à Belfort, plus de 1000 personnes, qui vont être licenciés, qui sont déjà en passe d'être licenciés. Alors là, on est vraiment dans ce que nous appelons la synthèse des intérêts de l'oligarchie. C'est-à-dire que le conflit d'intérêts qu'on vous donne en pâture, on n'a pas le droit, quand on est à Bercy, de se retrouver dans l'entreprise que vous avez privatisée, dont vous allez devenir directeur général. C'est une prise illégale d'intérêt, c'est un conflit d'intérêts qui relève du pénal, mais eux, ils s'en tapent. Ils nous donnent ça à nous en pâture, mais pour eux, si vous voulez, la seule chose qui compte pour eux, c'est vraiment de piller l'État, de se remplir les poches à notre détriment, pour dire les choses d'une autre manière. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là-dessus. Donc le président des ultra-riches. Alors la deuxième raison, donc vous voyez des niveaux de richesse, des niveaux de manipulation, des niveaux... Alors là, je vous signale qu'il faut bien suivre le dossier Alstom Énergie General Electric. Parce qu'il y a un député, les Républicains, Olivier Marleix, qui était président d'une commission parlementaire, qui a interrogé beaucoup de députés, de sénateurs sur cette vente vraiment affreuse à General Electric, et c'est très rare, et donc il faut toujours saluer le courage même quand il vient de droite, parce que c'est toujours bon. Il a activé ce qu'on appelle l'article 40 du Code pénal, c'est-à-dire que quand vous êtes, par exemple, président de cette commission, ou que vous êtes haut fonctionnaire, ou que vous êtes dans la police ou dans l'armée, et que vous avez des soupçons étayés ou des preuves fortes que quelqu'un a fait quelque chose de très grave pour le pays et qui relève du pénal. Moi, j'ai parlé de crimes contre l'humanité, vous avez trouvé que c'était trop fort. Donc, adoucissons les choses, en tout cas qui relèvent du pénal. Et donc, il a déposé une plainte auprès du PNF pour soupçonnant Emmanuel Macron d'un pacte de corruption. Alors, c'est très grave, au moment de cette vente, parce que Olivier Marleix dit avoir retrouvé des donateurs qui ont fait partie, qui ont eu des intérêts dans cette vente, parmi les principaux donateurs de la campagne de l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron. Olivier Marleix, je vous le dis, a été auditionné le 19 juin dernier, donc il n'y a pas longtemps, et donc l'affaire suit son cours, et je vous invite à la suivre attentivement, parce que ça vaut la peine d'exercer ce que nous appelons, Michel et moi, de la vigilance oligarchique. Il y a une histoire qui vous intéresse,
parce que vous habitez à tel endroit, parce qu'il y a ceci ou cela qui vous intéresse, et vous la suivez pour bien comprendre les rouages et les roueries de cette oligarchie, jusqu'où ils sont capables d'aller. Parce que ça fait du bien, ça fait du mal de le savoir, mais ça fait du bien aussi de le savoir. Voilà. Alors je vous propose de m'arrêter là pour que vous puissiez poser vos pauvres questions, j'allais dire. Non, vos questions pour que ma pauvre gorge se repose un peu. Alors, je ne peux pas croire qu'à la CGT, il n'y ait pas de questions. Vous avez entendu ce que j'ai dit, c'est à vous. Pas de questions? Non, mais c'est pas possible. Alors. Sinon, je vais continuer, mais c'est pas possible. C'est pas vraiment une question, non, mais je parle besoin du micro. Parce qu'en fait, vous avez parlé de l'affaire Non, Alstom. non, mais si, vous prenez le micro. Ça, vous m'entendez là? Oui, très bien, très bien. Vous avez parlé de l'affaire Alstom, mais moi je suis au courant, mais les gens sont peut-être pas au courant. Il faudrait vous expliquer ce que représente la branche énergie pour l'État français. Vous n'avez pas donné de détails. Ah bon, parce que je l'ai C'est important parce qu'on ben, est tous allez-y. concernés. Hein. Eh bien, allez-y, donnez-les. Non, mais enfin bon, il y a des brevets qui sont faits qui étaient faits par Alstom, qui ont été donc rachetés par General Electric. Et en fait, ça concerne la filière de production d'électricité. C'est ce que alors maintenant, la France ne peut plus vendre des centrales à l'étranger, ni réparer ces centrales sans l'aval du gouvernement américain. Voilà. Un exemple. C'est ce que j'ai dit. Donc, Enfin, c'est ce que j'ai cru pouvoir dire. Une autre tradition, de la part du président de la République d'avoir fait ça. Depuis toujours, le gouvernement français, tout le gouvernement français avait travaillé à l'indépendance énergétique de la France. Et là, c'est le premier président qui a mis une faille dans l'indépendance énergétique de la France. Pour faire simple, c'est plus compliqué. Oui, non, voilà. c'est bien. Merci. Non, mais le groupe Alstom, c'est un géant de la mécanique. Le groupe Alstom, en fait, il était arrivé à un point où il avait regroupé une grosse partie de l'industrie lourde, mécanique, pour la production d'électricité, pour la production d'énergie, même plus que d'électricité. Parce qu'en fait, Alstom, à l'origine, c'était les locomotives. Après, ça a été les centrales. À un moment, il y avait les centrales nucléaires dans Alstom. Maintenant, c'est Areva et EDF. Et puis, il y a eu toute l'industrie française de production d'énergie. Donc, ça a repris la CEM. C'est l'entreprise de construction électromécanique. C'était pratiquement le numéro 1 mondial des turbines à vapeur. Ça a repris Nerpic à Grenoble, qui est le numéro 1 mondial des turbines hydrauliques. Et puis d'autres choses encore qui touchent à l'énergie. Et c'est vrai que ce que vient de dire monsieur, là, c'est que avec Alstom, alors pour l'hydraulique, on était Nerpic était numéro 1 mondial avec des Canadiens. Je ne sais pas qui était le premier, et la CEM, alors c'était pas le numéro 1 mondial, parce que je crois qu'il y en avait d'autres, je ne les connais pas. Et donc vous voyez, l'entreprise Alstom, c'était je crois que c'était la plus grosse entreprise de mécanique de France. Et là, avec ça, en plus, oui, il y avait les problèmes de toutes les questions d'autonomie énergétique. Maintenant, on ne sait pas ce que ça va devenir. Qui sait si jamais il y a des problèmes sur les turbines de centrales nucléaires, qui sait qui va subvenir à ces problèmes, quoi. Qui sait qui va traiter ces problèmes-là? C'est General Electric, si j'ai bien compris. C'est le gouvernement américain, on peut bien. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça que vous S'ils avez veulent nous faire rajouté. l'embargo sur les pays détachés, on ne peut pas. Et ça, je ne le savais pas. Je vous Et remercie. l'étape suivante, c'est la privatisation des barrages hydrauliques, qui est l'énergie la plus rentable en France. Et c'est pas du tout un secteur déficitaire, vous voyez, c'est la prochaine étape. Il y a aussi La branche les jeux, il y a aussi les aéroports de Paris. C'est tout, c'est-à-dire tout notre patrimoine va y passer. Et après, ils vont s'attaquer à quoi quand on n'aura plus rien? À nos À corps. nos comptes. À nos corps. À nos comptes, si on a un peu d'argent à la banque, si on est propriétaire avec la fameuse les loyers fictifs. Donc c'est un véritable cauchemar. Et en effet, moi je vous ai écouté, mais bon, ce que vous dites est tout à fait, c'est la réalité. Mais on a un sentiment d'impuissance terrible. Vous avez vu avec le mouvement des Gilets jaunes. Bon, on est arrivé à quoi? À rien. À recevoir non. des coups. Non, ça aurait pu... Non, là, alors, Mais enfin bon, c'est désespérant quelque part. Je fais juste à
D'abord, je vous remercie beaucoup pour les compléments parce qu'évidemment, je suis qu'une pauvre sociologue qui essaye de faire son travail. Mais si vous voulez, comme nous, notre travail avec Michel, on approche l'oligarchie dans sa transversalité. Du coup, on n'est pas très bon économiste, on n'est pas très bon politiste. Enfin, on a des failles que je reconnais bien volontiers. Je vous remercie beaucoup d'avoir apporté ces précisions sur Alstom. Et pour vous, non, là, regardez, nous on dit toujours que la pensée critique, lorsqu'elle est collectivement partagée, comme ici ce soir avec ce doux, enfin c'est assez agréable, moi je suis heureuse d'être là avec vous, eh bien c'est déjà une forme de résistance. Alors par contre, je ne vous laisserai pas dire que le mouvement des Gilets jaunes n'a servi à rien, d'abord parce qu'il sert toujours à quelque chose, et le mouvement des Gilets jaunes nous a fait comprendre, vous a fait comprendre à vous, militants de la CGT, que tout le monde ne pouvait pas se reconnaître dans les corps intermédiaires qui se sont constitués au fil de l'histoire. Hein. La CGT, c'est toute une histoire ancienne. Le Parti communiste, c'est une autre histoire. Le Parti socialiste, ces corps intermédiaires qui se sont institués et qui ont, comme on le dit avec Michel, qui aujourd'hui ont constitué un marché de la contestation sociale, qui est un marché qu'il faut savoir critiquer, parce qu'il est confortable. Hein, on est là, on fait notre petit syndicalisme, nous on fait nos petits livres, l'autre il fait ses petits tracts, chacun, et puis on s'organise comme ça. Et puis il y a nos petites querelles, les grandes querelles, on se divise, on se dispute, on va voter, on sait que le vote c'est vraiment un piège à con, qu'on se fait avoir à chaque fois. Hein, vive la démocratie, votez bien, nous disent-ils en haut, mais c'est du pipeau. Et puis la mécanique se reproduit. Là, on est déjà parti sur les élections municipales. La leçon, moi je trouve, hein, personnellement, la leçon des Gilets jaunes, ça a été de dire tout ça, ça suffit. Alors, nous, quand on travaille avec les Gilets jaunes, je vous le dis, dès qu'ils commencent à attaquer la CGT ou n'importe quel corps constitué, on dit ah non. C'est pas parce que vous arrivez aujourd'hui que vous devez dénigrer tous ceux qui ont lutté depuis des décennies. Et tout ça, vous devez le respecter. On ne s'oppose pas les uns les autres, on se cumule. C'est cette idée du cumul qui est importante. Dans la grande bourgeoisie, il n'y a jamais de faux débat. Vous voyez, il n'y a jamais de conflit d'intérêts. On est toujours dans le plus, plus, plus. Eh bien, nous, pour pas sentir ce sentiment d'impuissance, on doit être toujours dans le plus, plus, plus et se dire les Gilets jaunes nous apportent quelque chose. Là, il faut dire qu'on a l'impression que le mouvement s'est arrêté, mais c'est pas vrai. Parce qu'ils ont été mutilés, blessés, agressés. Et voilà, même moi, je reconnais que j'allais aux manifestations des Gilets jaunes au début, puis que j'ai eu tellement peur que j'y vais, mais j'ose le dire, avec un garde du corps. Vous avez raison. Ben oui. Et tout le monde ne peut pas avoir un garde du corps, donc, parce que sinon ça doublerait le nombre de manifestants. Ce serait une très bonne idée. Hein. Raymond. Bonsoir. Je rajoute 100 balles sur l'activité hydroélectrique et hydraulique d'Alstom. Parce que là, ce qui est programmé, c'est le démantèlement et la délocalisation des activités d'Alstom par General Electric. Et c'est surtout la destruction d'un savoir-faire qui était reconnu internationalement. Je passe sur les activités dans le nucléaire, mais je pense que ça c'est très important de le souligner, puisque justement, comme le rappelait monsieur derrière moi, l'activité hydroélectrique en France, elle est rentable, et pour l'instant, à ce que j'ai cru comprendre, il y a même un certain nombre d'élus locaux dont le territoire comprend des barrages hydrauliques, qui font de la résistance sur la privatisation des barrages hydroélectriques. Ça va dans le sens de ce que vous disiez de l'intervention de M. Marlex. La deuxième chose que je voulais souligner, c'était que en venant ici, je craignais que vous
personnalisiez votre propos, au sens que, bon, Monsieur Macron, ce serait un grand méchant. Mais je suis satisfait d'entendre que vous attaquez, vous vous opposez à lui, non pas en tant que personne, mais en tant que représentant d'une oligarchie, puisque c'est le terme que vous employez et que vous avez raison d'employer. Donc voilà, je m'en tiens là. Ah oui, j'appartiens pas à la CGT, j'espère qu'on ne m'en voudra pas. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter? Monsieur là-bas. Là-bas. Attends, je vais, ouais. Vous vous rapprochez parce que c'est quand même mieux pour bien entendre. Alors j'ai deux questions. La première, c'est donc ça fait un moment que vous étudiez les classes les plus aisées, etc. Est-ce que vous avez vu une augmentation d'une sorte de violence de classe, c'est-à-dire que dans leurs propos, dans leurs réflexes de défense, est-ce qu'il y a eu une augmentation de la violence? Et la deuxième question, c'est vous avez dit qu'il y avait un éparpillement de la richesse, enfin que à l'intérieur même des classes dominantes, il y a des gens qui deviennent de plus en plus riches plus que d'autres. Est-ce que vous pensez qu'on peut utiliser ça pour finalement utiliser la petite bourgeoisie pour mener le combat aussi contre la grande bourgeoisie, un peu à la Révolution française, où finalement ça a été assez efficace, utiliser le pouvoir de ces gens qui ont beaucoup mais sans être dans les top 500 pour lutter contre les top 100. Je vous remercie pour ces deux questions. Donc oui, la violence des riches, la violence de classe de cette oligarchie. Alors bien entendu, j'ai pas de mesure pour la donner, mais si vous me faites confiance, nous avec Michel, on a commencé à faire notre entrisme dans les familles les plus riches de France. C'était les Wendel, les Rothschild, pour donner des noms connus. Mais vraiment, c'était les familles de la noblesse et les familles de la grande bourgeoisie qu'on voulait vraiment pénétrer, si je puis dire. Et on l'a fait. On l'a fait avec notre statut de chercheur au CNRS, qui était légitimement, et notre statut de couple. C'est ces deux paramètres qui nous ont permis de faire le travail qu'on a pu faire. Sinon, c'était pas possible. Et eh bien, franchement, en 1986, on pouvait rencontrer des gens avec qui on pouvait aborder beaucoup de problèmes, parler de la transmission des patrimoines, parler de leur niveau de vie, sans que ça attire, sans que, comment dire, il y avait de la violence symbolique, c'est-à-dire qu'ils étaient toujours beaux, bien habillés, puis Michel, ça va, il était, non, il a 77 ans, ça a un peu changé, mais enfin, il était jeune, il était beau, il suffisait de lui mettre un joli costume bleu marine croisé. Les dames me disaient, il est exquis votre mari. Moi, c'était autre chose, parce que je suis petite, je suis faite comme je suis, et j'ai une frange. Et dans les beaux quartiers, les femmes n'ont jamais de frange. Donc voilà, donc je correspondais pas au canon, mais bon, enfin, en tout cas, ça s'est plutôt bien passé. Et petit à petit, ça s'est passé assez vite, parce qu'on commence à travailler en 86. On sent que c'est le moment, Michel et moi, de décréter au CNRS, il pourra nous arriver ce qui nous arrivera. Nous, on a décidé tous les deux de travailler ensemble sur la grande bourgeoisie. Bon, ça s'est pas bien passé pour nous, parce que dès le début, on nous a dit, vous n'aurez plus d'argent pour travailler. Alors, on avait nos salaires, mais plus les moyens pour travailler. Mais nous, on s'en est tapé et on a payé notre première enquête dans les beaux quartiers qui a été publiée au Seuil avec nos salaires qui étaient déjà tout à fait convenables et qui nous permettaient de payer les déplacements, enfin de payer les frais liés à nos enquêtes. Et puis après, assez vite, on a pu montrer qu'on était capable de faire du bon travail et on a trouvé des contrats, de l'argent, y compris même avec une banque d'affaires qui nous a payé une recherche. Enfin voilà, on s'est débrouillé pour trouver de l'argent et pour poursuivre notre travail vraiment avec ténacité. 2 moines bénédictins, levés tous les jours à 4 heures du matin et au boulot chaque jour. Et on a tout accepté. Pour faire ce travail, nous avons accepté toutes les propositions.
même celles qui étaient limite acrobatie, comme par exemple pour la fête du bottin mondain, pour fêter le centenaire du bottin mondain en 2003. Le bottin mondain a été conçu, la première publication en 1903. Eh bien, nous avons accepté de publier un article dans la brochure du bottin mondain qui serait remise à tous les invités d'une grande fête à l'Automobile Club. Et nous serions aux côtés de la directrice Blanche de Kersin du bottin mondain pour accueillir les invités. On était photographiés, enfin voilà, et tout ça. Parce que ça nous permettait d'avoir accès à la liste des invités. C'était limite de faire des choses comme ça, mais nous l'avons fait. Nous avons vraiment toujours, et vous voyez, je parle sous le contrôle de Carole, là je suis invitée à l'université d'été du MEDEF, je n'ai pas hésité une seule seconde à y aller ou pas, parce que je me suis dit, être à une table ronde avec Gérald Darmanin et Yannick Bolloré, on ne fait pas la fine bouche, ma fille, tu t'y prépareras, tu seras bien accompagnée et ça ira. Voilà, tout le temps. Et là, on a vraiment pu voir le néolibéralisme tel qu'il a été mis en œuvre grâce aux socialistes, grâce à François Mitterrand. Et quand on est un dirigeant de la France insoumise et qu'on se réclame de Mitterrand, moi j'ai du mal. Je vous le dis franchement, j'ai du mal, parce que Mitterrand a littéralement ouvert les vannes à toutes les privatisations, à la dérégulation des marchés financiers. Ah bon, j'ai cru que j'étais huée. Le développement de l'agence d'intérim, ça s'est fait à partir de 81, je me rappelle très bien. Les agences d'intérim se sont développées sur Paris à cette époque-là, pas avant. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est mis à décider de travailler comme ça en 1986. Et je signale que le premier palmarès des grandes fortunes qui a été publié par l'Expansion date de 1985. Donc on voit bien, c'est les années fric qui se mettent en place. Le premier palmarès, le fric. On vend à Bernard Arnault, c'est Laurent Fabius qui a proposé sur un plateau d'or le groupe Boussac à Bernard Arnault, qui en a fait ce que vous savez, et qui est aujourd'hui la première fortune de France avec 90 milliards d'euros. Sachant que la seconde fortune, je ne crois pas l'avoir dit tout à l'heure parce que souvent je m'emballe et puis j'oublie ce que je dois dire, que la seconde fortune, c'est les frères Wertheimer, le groupe Chanel. Eux, ils sont seulement à 50 milliards. C'est-à-dire qu'il y a 40 milliards de dispersion, de différence entre la première et la seconde fortune française. C'est vous dire ce que j'appelle la dispersion des grandes fortunes. Alors donc pour la violence de classe, alors ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à des vampires, des vautours, des criminels en col blanc, une mafia, une caste, des prédateurs. Je vous invite à lire, j'ai parlé de la caste tout à l'heure de Laurent Mauduit, je vous invite à lire le livre de Denis Robert et Catherine Le Gall, Les prédateurs, nous on avait fait un livre Les prédateurs au pouvoir, ils ont pris Les prédateurs, je ne me rappelle plus après comment ça se termine, mais c'est absolument génial. Donc il vous montre comment Albert Frère et Paul Desmarais, deux multimilliardaires belges et canadiens, sont arrivés grâce à Jean-Pierre Jouyet à piller l'État de 460 millions d'euros à travers la vente-achat du truc de malbouffe, la Quick. Alors je vous passe les détails. Et après, ils refont la même chose avec Areva et la mine Uramine. Donc ils ont pillé Areva de plusieurs. Alors là, c'était encore plus, peut-être plus d'1 milliard. Et ensuite, ils sont partis au Brésil montrer la même chose avec Petrobras. Et là, c'est vachement bien. Parce qu'on se rend compte que Lula a peut-être a fait des petites bêtises, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, ce qui s'est passé est bien... Enfin, c'est ce qu'a fait, le peu qu'a fait Lula lui valait pas la prison qu'il connaît aujourd'hui, franchement. Par contre, les multimilliardaires qui ont pillé l'État brésilien, ah ben ceux-là, ils ont engrangé l'argent, créé ensuite des trucs dans les paradis fiscaux. Et donc ce livre de Denis Robert,
qui n'est pas si facile que ça à lire, mais qui est absolument génial si on veut vraiment comprendre comment on a, dans ce livre, on a tous les rouages, tout comment on s'y prend pour piller l'État français, pour piller l'État français, alors avec Areva et Quick, et l'État brésilien à travers Petrobras. Alors, votre deuxième question. Ah oui, alors, oui, très bien. Alors, oui. Alors ça, c'est très important. L'alliance des classes moyennes, voire des classes supérieures, d'une partie des classes supérieures, avec les employés et les ouvriers et l'ensemble des classes populaires. Ça, je pense que c'est décisif si on veut arriver à mettre à bas cette oligarchie. Et il le faut. Et il le faut. On le voit aujourd'hui avec le dérèglement climatique, sur lequel ils spéculent, avec des produits financiers de multiples manières, évidemment en ne respectant pas les souhaits émis à travers les différentes COP. Il n'y a jamais de contrainte, hein. Aussi bien pour tous les cadeaux fiscaux, ça je crois que je ne l'ai pas dit non plus tout à l'heure, il n'y a aucun contrôle de l'argent qui est donné aux plus riches. Et nous avons montré dans différents livres que quand on donnait au titre du CICE, par exemple, 100 millions d'euros à une entreprise, eh bien, on voyait que les actionnaires, comme par hasard, très vite après, touchaient des bonus absolument, des super bonus, des bonus exceptionnels, qui correspondaient grosso modo à la somme du CICE. Vous êtes pour me contredire? Non. Ah, super. Pour approuver, il se trouve que la boîte dans laquelle je travaille, qui est une multinationale cotée au CAC 40, dans les documents qu'elle fournit au futur ex-comité d'entreprise, indique très explicitement qu'elle a employé la majorité des sommes qui lui ont été versées au titre du CICE à l'augmentation des dividendes. C'est tout à fait explicite. Hein. Voilà. La prochaine fois, vous ne passez pas le micro parce que je vais vous contredire. Et donc, vous voyez le pillage de l'État par tous les bouts. Et donc, c'est pour ça qu'après, pour nous, il n'y a plus d'argent et que nous, il faut qu'on se serre la ceinture. Donc, l'alliance, il faut arriver à organiser un immense front populaire. Et je pense qu'il faut être très, très humble. C'est-à-dire se dire là, vraiment, il y va de la survie d'une partie de l'humanité, pas de l'humanité en entier. Parce que les riches, eux, ils sont en train de s'organiser pour se protéger du dérèglement climatique. Mais les plus modestes ne pourront pas. Parce que là, ce qu'on vit aujourd'hui n'est rien par rapport à ce qui va advenir. Et ça va être très vite. Beaucoup d'entre nous vont le vivre physiquement. Non, mais c'est enfin, je lis suffisamment sur cette question pour vous assurer que ça va aller très vite, parce que en réalité, les riches le savent très bien, parce que eux, ils ont les résultats à travers le travail d'algorithme, et ils savent qu'à partir du moment où différents facteurs s'enchevêtrent et s'interconnectent, il y a une dynamique. C'est comme dans un couple, quand on est deux comme Michel et moi, ça ne fait pas 1 + 1 = 2, ça fait 3 ou 4. Il y a une dynamique, il y a quelque chose qui va faire que ça va s'accélérer. Et donc, je pense que vraiment, il faut arriver à nous entendre et à refuser les divisions qui sont là toujours pour nous diviser. Et vous voyez, quand, par exemple, un banquier de haut vol, si je puis dire, prend contact avec nous pour nous parler, en nous disant, alors ce qu'on nous dit, et je donne l'exemple de ce banquier, mais on a, je ne sais pas, plusieurs dizaines de contacts comme ça sous anonymat, votre constat est exact. Hein. Alors le banquier, il a dit, mais de temps en temps, un peu comme là, j'ai été pas tout à fait parfaite, donc ça m'énerve parce que ça vous discrédite, donc il faut que vous soyez parfaite, et du coup je me propose de vous aider. Hein, donc il va aider.
Mais ça signifie quand même quelque chose. C'est-à-dire que pourtant cet homme est au cœur du système, il n'est pas anticapitaliste, il en profite, mais il sent que le vent tourne. Et donc, à mon avis, c'est une hypothèse que je me fais parce que je ne peux pas vraiment en dire plus, mais il se dit, en cas de... Les dominos, aujourd'hui, basculent tous dans le sens de l'oligarchie, mais si demain, qu'on soit gilet jaune, gilet rouge, gilet orange ou drapeau rouge, international, marseillaise, on s'en tape. Si on est tous ensemble, eh bien, c'est des géants au pied d'argile, c'est des colosses au pied d'argile. Ils vivent sur le pied de guerre, ça je peux vous le dire. Ils ont une trouille, une telle trouille que je me dis on est quand même bien trop con pour pas en profiter. Et le problème, c'était Bertolt Brecht qui disait de qui dépend l'oppression? Et sa réponse, c'était de nous. De qui dépend-il qu'elle cesse? De nous. Et donc c'est pour ça que la vigilance oligarchique, elle est importante, parce que quand on sait qui sont ces gens-là, comment ils ont la trouille, parce que leur richesse, elle n'est basée que sur un arbitraire qui est lié à la naissance. Ils naissent à Bobigny, ils ne sont rien, et ils naissent à Neuilly, ils naissent avec tous les titres de propriété de génération en génération, des générations précédentes dans la bouche. Et cet arbitraire-là, il faut qu'il soit masqué. Ils n'ont aucun mérite, aucun. Ce sont des voleurs. Ils ont les titres de propriété, le système capitaliste. Dès que je parle du système capitaliste, c'est une allergie profonde. Comme le système capitaliste permet aux détenteurs des titres de propriété d'exploiter la force de travail des autres, ben voilà, et c'est tout. Et puis c'est comme ça depuis des lustres. Là, il y a un livre qui va sortir dans une maison d'édition qui s'appelle La ville brûle sur l'International, et c'est trop bien. Vous verrez. Et donc j'ai relu l'International vraiment attentivement, mais c'est incroyable. Tous les mots sont d'une actualité parfaitement brûlante d'aujourd'hui. C'est super. Et donc, finalement, ok, on est mieux habillé, ok, on a plus de confort, mais franchement, les vies, au fond, n'ont pas changé sur le fond, c'est-à-dire pour ce qui concerne l'humanité, la solidarité, la poésie de la vie, l'amour, l'amitié, le plaisir de pêcher, je ne sais pas quoi, de vivre tout simplement sa vie, de ne pas être là, le nez sur le guidon. Alors là, aujourd'hui, avec l'informatique, tout ce qui vous pourrit la vie, enfin, c'est affreux, quoi. Et voilà. Ça va ? Oui, bonsoir. Un sujet qui est d'actualité, j'aimerais bien qu'on en débatte, puisque le sujet c'est Macron, le président des riches. Ça concerne la vente de l'ADP, Roissy et Orly. Il semblerait que le futur acquéreur, si toutefois on ne réussit pas à signer les 4 700 000 signatures, selon quoi, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à signer. Il semblerait que l'acquéreur est un ami très proche, c'est un banquier, très proche de Macron. Est-ce que là-dessus, vous avez des réponses ? J'en sais certainement moins que beaucoup d'entre vous ici. Je sais que Vinci a été écarté, mais après, qui c'est le nom de ce banquier ? Je crois que c'est Mourad. Ah, Bernard Mourad. Oui. Ah ben si c'est lui, oui. Alors si c'est ça, oui, c'est un des principaux donateurs de la campagne présidentielle de Macron. Vous verrez, il est bien présent dans le livre, puisqu'on a fait
la liste des donateurs les plus importants, dont effectivement Bernard Mourad. Vous voyez, je ne savais pas qu'il était sur les rangs. Super. Donc, à creuser. Oui, c'est juste sur ce que vous venez de dire. Normalement, les dons à un parti politique sont limités. Si je me souviens bien, à 7 500 €, comment ça se fait qu'on peut donner beaucoup plus? Alors, regardez-moi dans les yeux. Oui. Oui. Comment ça se fait? Il faut être naïf. Non, je ne suis pas naïf, mais... Pour croire que les riches respectent les plafonds. Ah non, bien entendu, ils ont des tas d'astuces. Alors, il y avait des réunions comme des réunions de Tupperware où ils donnaient un chèque de 7 000 et quelques. Oui, mais 7 000, c'est pas beaucoup. Simplement, d'abord, il y avait toute une organisation. Il y avait toute une organisation. Toute la famille pouvait, c'est par individu. Et puis, il y a de multiples façons d'aider. Alors, pour ça, j'en dirai pas plus sur la campagne d'Emmanuel Macron, parce qu'on attend les résultats des plaintes qui ont été déposées, des contrôles qui sont en cours. Mais par contre, je vous inviterai vraiment à lire la bande dessinée parue chez Delcourt en partenariat avec Le Seuil sur Nicolas Sarkozy, pour la campagne de Nicolas Sarkozy de 2007, Sarkozy-Radafi. Et là, alors c'est à tomber à la renverse, c'est-à-dire qu'il a bénéficié de 50 millions d'euros de Radafi, de la Libye. Toutes les sources, tout est sourcé. C'est extraordinaire à lire cette BD. On a toutes les preuves de tout. Et puis voilà. Puis alors à la fin, c'est Fabrice Arfi et beaucoup d'autres. Ils se sont mis à 6 journalistes ensemble. À la fin, pour les différents protagonistes français, ils disent que sont-ils devenus, tous ceux qui ont aidé. Alors bien sûr Guéant, Éric Woerth, enfin Nicolas Sarkozy bien entendu, et j'en oublie. Et donc ils sont tous aujourd'hui en poste, pas inquiétés, pas trop en tout cas, et le principal intéressé est toujours là, à faire malin, là, avec son livre Passion et sa Carla sur les genoux. Et voilà. Et 50 millions d'euros. Et là, il a fallu le travail d'investigation de journalistes pour prouver cette imposture incroyable. Et donc, si vous voulez, pour le financement des élections, vous savez bien que l'Afrique, notamment la France-Afrique, est un pourvoyeur de valises pleines de billets de 500 €. Et à ce propos, je vous dirai une nouvelle que vous ne croirez pas, mais je m'en fous parce qu'elle est vraie. C'est que 1/3 des euros qui circulent dans la zone euro sont des billets de 500 €. Qui c'est qui est capable de me dire de quelle couleur est le billet de 500 €? Ah bon? Il est violet? Ah ben je sais pas pourquoi je le voyais vert, moi. Hein? Ah ben vous avez sûrement raison, parce que moi j'en ai jamais vu et j'avais décidé qu'il était vert. Bon. Donc il est violet, comme la couleur de la couverture. Ah c'est bleu, là c'est pas bon. Alors violet. Ah donc rien que cette petite discussion prouve à quel point il y a énormément de billets de 500 € qui sont en circulation. 1/3. Ma source, c'est Mathieu Delahousse, un journaliste de l'Obs qui a publié Cash. Hein, voilà. Et nous, c'est pas pour nous. Et cet argent-là, c'est l'argent de la corruption. C'est tout ce qui circule par en dessous, dans des valises, dans des mallettes. Voilà. Ah ben si, c'est comme ça. Là, vous n'allez pas me passer le micro parce que je vais vous contredire. Je pense que oui, effectivement. Si vous dites oui, effectivement. Pour vous et moi, ces sommes-là sont énormes. Oui. Mais je suis persuadé, et je pense que vous ne serez pas en désaccord avec moi, que malgré l'énormité de ces sommes-là, elles restent négligeables par rapport aux transactions électroniques des paradis fiscaux.
les Paradise Papers, etc., les LuxLeaks et autres révélations montrent que les sommes qui circulent là-dedans sont autrement plus importantes que celles qui figurent en billets de 500 €, si énormes soient-elles. Alors, là, on ne peut pas se disputer parce que ni l'un ni l'autre, on a la preuve, mais en tout cas, la seule chose que je peux vous dire, c'est que ça se complète. Hein, c'est que l'argent liquide vient compléter tout ce qui se passe effectivement par les voies de l'informatique. Et Eva Joly a bien montré dans son travail que l'argent de la drogue, l'argent de la fraude fiscale, l'argent du blanchiment de la fraude fiscale utilise les mêmes, l'argent du terrorisme utilise exactement les mêmes canaux financiers, les mêmes circuits financiers. Si bien qu'aujourd'hui, quand on travaille avec des financiers comme on l'a fait en Suisse ou au Luxembourg, ben, ils nous disent que c'est très difficile d'arriver au final à repérer l'origine de l'argent. Et du coup, on retombe sur la petite phrase de Balzac qui disait que dès qu'on travaille sur les grandes fortunes, on sait que les langes du bébé ne sont pas propres. Voilà. Alors, peut-être parce que je ne sais pas si parce qu'on ne va pas faire le bain de minuit ensemble. Je ne sais pas s'il y a une limite d'heure. Alors, jusqu'à quelle heure c'était prévu? Pardon? On peut encore continuer un peu? Oui, mais moi je suis fatiguée. Non, vous vous en foutez. Non, pas du tout. Bonjour. Et je vais essayer de poser la question. Le français, c'est pas ma langue maternelle, alors j'essaye. Je voudrais savoir, quand vous dites les présidents des ultra-riches, si on fait référence à des ultra-riches français, ou c'est un peu les ultra-riches transnationaux, comme on peut appeler. Et c'est quelle relation aussi par rapport à l'Union européenne, aussi les mêmes conflits d'intérêts qui se posent en France, ils se posent aussi au niveau de l'Union européenne, et quel rôle peut jouer Macron là-dessus? Merci. Alors, je reconnais qu'on peut faire une critique à notre travail que nous acceptons bien volontiers, c'est que nous travaillons de manière très franco-française. C'est-à-dire que notre objectif, contrairement aux autres chercheurs du CNRS qui aimaient prendre l'avion, aller de colloque international en colloque international, qui faisaient des comparaisons internationales, en veux-tu, en voilà, c'était la seule chose pour faire une belle carrière. Nous, avec Michel, on s'est dit, on va faire une étude de type anthropologique, ethnologique, sur la classe dominante française. Et à partir de là, si on fait du travail sérieux, après, on aura compris le mode de fonctionnement de cette classe, la façon dont elle est mobilisée, dont elle défend ses intérêts, dont elle nous manipule avec les médias, en fait, tout le mode de fonctionnement de cette classe sociale qui n'a pas besoin de sociologues et de statisticiens pour dire qui en fait partie et qui n'en fait pas partie, puisque c'est elle-même qui fait la propre sociologie de sa classe par le système de la cooptation. On est coopté dans cette classe à travers les cercles, à travers toutes sortes d'instances formelles ou informelles, et ça a été ça notre objectif. Alors le côté négatif de ce choix, c'est que effectivement nous ne sommes pas très performants pour parler de l'Union européenne, bien que nous le pouvons parce que nous lisons aussi les journaux, mais si vous voulez, nous n'avons jamais fait de travail à l'extérieur de la France, sauf si c'était nécessaire pour comprendre la fraude fiscale en France. Alors on est allé travailler en Suisse, au Luxembourg, ma foi c'est à peu près tout, comme pays étranger où on est allé travailler pour des raisons professionnelles. Mais évidemment que c'est la même logique. Évidemment que l'oligarchie européenne, elle est tout le temps dans la synthèse des intérêts de sa classe, et j'en donnerai une seule preuve pour vous montrer quand même que notre tête fonctionne à partir de ce que l'on a établi pour la France. Lorsqu'en juillet 2014, c'est Jean-Claude Juncker qui a été coopté pour être président de la Commission européenne,
la plupart des gens se disaient mais c'est pas possible, ce type-là, il est à la tête du principal paradis fiscal européen. Et c'est pendant qu'il était Premier ministre du Luxembourg, ministre des Finances du Luxembourg, il a cumulé ces deux postes pendant plusieurs années, et qu'il était président de l'Eurogroupe, qui réunissait tous les ministres des Finances de l'Eurogroupe, qu'ont eu lieu les fameux rescrits fiscaux, les 548 rescrits fiscaux accordés par le Luxembourg à des multinationales, notamment américaines. Et donc c'était des accords, c'est-à-dire c'était Jean-Claude Juncker, à travers ses rescrits fiscaux, vendait, commercialisait la souveraineté nationale du Luxembourg en faisant, en fonction de ce que voulait Amazon, telle autre multinationale, qu'est-ce qu'elle proposait de payer comme impôt, et puis c'était à la demande, sur mesure, vous voyez? Et donc on voit bien que, précisément, pour être à la Commission européenne, l'idéal, c'est Jean-Claude Juncker, parce que précisément, il est à la tête d'un paradis fiscal très important, et il va continuer à faire la fortune de l'oligarchie européenne à travers le dumping fiscal, c'est-à-dire en essayant de faire que le moins-disant fiscal ramasse la donne, et que du coup, l'Europe entière devienne un paradis fiscal. On aura, comme en France aujourd'hui, pour les plus riches, franchement, c'est pas cher payé, quoi. Merci. Vous disiez plutôt que la caste, les ultra-riches ont peur. Ça se manifeste comment, en fait? Comment ils l'expriment et comment ils voient les choses par rapport à ça? Ah, mais ça, je suis contente que vous ayez posé cette question, parce que je l'ai dit tout à l'heure, et puis je suis comme ça, je pars sur d'autres trucs. Il faudrait que je note sur un papier, surtout que là, en plus, j'avais du papier, donc merci. Alors, pourquoi est-ce que je dis qu'ils ont peur? Parce que ça, on l'a vécu avec Michel dans notre chair. C'est-à-dire que, par exemple, en 1995, quand il y a eu les mouvements contre la retraite, pour la SNCF et tout ça, où il y avait des millions de gens dans la rue, nous étions encore reçus à dîner dans les beaux quartiers. Et on se souvient très bien avec Michel comment on est arrivé dans un hôtel particulier du 16e arrondissement avec le code 75-116, c'est-à-dire dans le nord du 16e, c'est beaucoup plus chic que 75-016 dans le sud du 16e. Et comment on a vu qu'il y avait des valises. Alors on dit, mais vous partez, c'était des gens avec lesquels on avait déjà travaillé, vous êtes sur le départ. Ils voyageaient beaucoup en Argentine, enfin ils voyageaient beaucoup comme tous les grands bourgeois fortunés. Alors bon, là, la réponse est un peu mitigée. Et donc on comprend que éventuellement, voilà, ils sont peut-être sur le départ pour la Suisse ou une autre destination en fonction de comment les choses vont évoluer. Et puis le repas a été extrêmement tendu. C'est-à-dire que alors qu'on était là, Michel et moi, et qu'on n'a jamais caché nos idées, on ne les mettait pas en avant. On n'était pas cons. On ne les mettait pas en avant, mais on ne les cachait pas. Hein, on n'a jamais trahi, voilà. Et donc, ce jour-là, ce soir-là, on s'est tu. Mais je peux vous assurer, je me souviens, on avait nos petites mains qui étaient crispées sous la table. On se disait, tiendra pas. Est-ce qu'on va arriver à tenir jusqu'à la fin du dessert? Oui, même après le Cointreau, on est encore arrivé à tenir. Et tellement ils nous oubliaient. C'était incroyable. Ils étaient tellement inquiets, tellement en colère qu'ils oubliaient même notre présence. Et donc, non. Et là, pendant la crise des Gilets jaunes, je peux vous assurer, parce que vous verrez dans l'épilogue de notre livre, ou vous l'avez peut-être déjà lu, nous racontons les deux premières manifestations que nous avons passées avec les Gilets jaunes. Donc la première sur les Champs-Élysées, puis avec une confrontation dans un restaurant de l'avenue Montaigne, juste en face de chez Dior, où les grands bourgeois étaient là en grande tenue de bourgeoisie
pour déjeuner. Ils buvaient par exemple du champagne Dom Pérignon à 1500 € la bouteille. Les gilets jaunes sont arrivés et ils ont encerclé le restaurant. Et nous, on s'est mis en retrait et on notait tout ce qui se passait. Alors c'était d'une violence verbale absolument inouïe. Les gilets jaunes disaient vous nous volez notre pognon, regardez, vous mangez, vous buvez du Dom Pérignon à 1500 € et moi j'ai faim et moi j'aurais rien à donner à mes enfants pour Noël. Enfin, une scène absolument extraordinaire. Bon, les grands bourgeois en ont eu marre, ils sont rentrés dans le restaurant. Les gilets jaunes ont collé leur tête sur les vitres du restaurant, comme ça, vous voyez ces têtes comme ça avec leurs gilets jaunes, et ils continuaient à leur dire des trucs sans aucune violence physique, violence verbale, et puis finalement le propriétaire a fermé les rideaux, et voilà. Et puis, et donc là, les grands bourgeois restaient dignes, mais on sentait qu'ils avaient quand même peur. Ils sont rentrés. Bon. Mais le dimanche suivant, on a décidé d'aller à la messe. À la messe à Saint-Augustin, la grande messe de 11h. Et donc, on décrit cette messe dans le livre. Et là, l'église Saint-Augustin, qui est énorme, est pleine de ces familles avec des jolis enfants, tenues aussi ravissantes. Enfin, on se croirait dans un roman, dans Proust. Enfin, c'est inouï, je vous le dis. Faites ça, faites-vous ce genre de plaisir. Allez à la messe de Saint-Augustin à 11h. C'est vraiment extraordinaire. Et l'église était gardée par l'armée, par les sentinelles vigipirates. Donc tout le monde se sentait en sécurité. Le prêtre a fait un sermon en s'inspirant de l'évangile de Saint-Luc, en racontant à ses fidèles tout propres sur eux qu'ils avaient une autoroute pour aller directement au ciel, tandis que ceux qui préfèrent les ronds-points vont tourner dans un sens giratoire ou dans l'autre, mais qui n'ont pas de but, qui ne savent pas où ils vont et que de toute façon ils n'iront jamais nulle part parce qu'ils n'ont pas de sens, ils n'ont pas de but dans leur existence. À la fin de la messe, le curé a dit « Ne partez pas comme ça, il y a le denier du culte, c'est important hein, si vous voulez que... » Et il dit « Mais là je suis trop content de moi ». Il dit le curé. Il dit, vous voyez, vous mettez votre carte bleue pour mettre l'argent que vous voulez pour le denier du culte, et automatiquement, vous allez recevoir le reçu fiscal. C'est une petite technique que j'ai mis au point. Vous recevez votre reçu fiscal avec 66% de déduction, automatiquement en donnant. Et c'était tellement incroyable. Hein, voilà. Et donc ça, c'était après un samedi de très grande violence des Gilets jaunes. Et donc les jeunes enfants racontaient tu sais quoi, moi, on était là, il y avait les blindés de partout, c'est le jour où ils avaient sorti les blindés, il y avait les blindés de partout, puis à un moment, moi j'étais dans le salon avec maman, et puis tu sais quoi, il y a un pavé qui est tombé sur le canapé, alors maman, elle a décidé de fermer les volets. Voilà, donc je raconte ça pour vous inciter. La conclusion de ce petit récit, c'est de vous dire la force des Gilets jaunes, ça a été d'aller d'emblée sur les lieux du pouvoir, d'aller d'emblée dans les beaux quartiers. Et nous, avec Michel, qui nous battons avec les dirigeants de la CGT, du Parti communiste, de tout, il faut manifester dans les beaux quartiers. Pourquoi vous ne le faites pas? Alors une fois, on l'a fait avec Pierre Laurent, je me souviens, le Parti communiste, mais ça fonctionnait pas parce qu'ils étaient tout intimidés, ils se sentaient pas à l'aise. Eh ben, il faut se sentir à l'aise, il faut y aller le matin, il faut y aller, on n'est pas obligé de faire du bruit pour pas dire qu'on fait trouble à l'ordre public, mais il faut qu'ils nous voient. C'est des géants au pied d'argile. Pourquoi nous ne le faisons pas? Pourquoi vous ne le faites pas? Il faut le faire. Et ça, c'est une belle leçon que nous ont donnée les Gilets jaunes. Et on ne doit pas oublier cette leçon. Elle est importante. Alors, je ne sais pas comment... Parce qu'il n'y a personne qui organise, c'est ça? Si, je suis là. Alors, c'est qu'il y a... Il est là, J'étais en train de préparer le pot de l'amitié. Non, mais alors on va y aller au pot de l'amitié. Donc, hein, déjà, je vous remercie d'être venu à cette deuxième rencontre d'Infocom. Et je tenais à remercier Monique d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir.
Et ce qu'on vous propose après, c'est une discussion autour d'un verre de l'amitié. Et vous avez aussi son dernier livre qui est en vente et qu'elle peut peut-être vous dédicacer si... voilà. Autour du verre de l'amitié. Donc en tout cas, merci beaucoup pour cette conférence. Voilà. Merci à vous. J'ai passé un bon moment moi aussi. Voilà, j'ai remis un